Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle saison de Questions d'actu, votre émission de débat chaque lundi soir sur Canal Algérie. Pour entamer cette nouvelle saison, nous avons choisi d'aborder le dossier de l'éducation nationale, un secteur qui fait couler beaucoup d'encre, me diriez-vous, et qui ne connaît pas de répit même pendant la saison estivale. Beaucoup de questions autour de cette rentrée scolaire 2015-2016, mais aussi et surtout concernant l'avenir de l'école algérienne. Alors, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de notre système éducatif? Quelle est la stratégie du département de Noulia Ben Ghabrit pour poursuivre les réformes engagées? Des questions et bien d'autres que nous allons aborder ce soir avec des représentants du secteur. Il s'agit sans plus tarder de monsieur Mohamed Fatih Merad. Vous êtes directeur de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À vos côtés, monsieur Ahmed Tessa, vous êtes pédagogue et auteur d'ouvrages concernant relatifs à l'éducation nationale, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, monsieur Tchafla Omar, vous êtes membre de l'association des parents d'élèves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et un représentant du partenaire social, le syndicat en l'occurrence, il s'agit de monsieur Farhat Chabakh, secrétaire général de la FNTE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, plus de 8 millions d'élèves des cycles primaires, moyens et secondaires ont repris donc les chemins de l'école, un chiffre qui continue de croître, nécessitant bien évidemment des moyens colossaux pour répondre aux exigences d'une école qu'on veut moderne. La rentrée scolaire 2015-2016, le compte rendu est signé Nawal Abada et on revient juste après. Solidarité nationale, c'est le thème sous lequel est placée cette rentrée scolaire. Une rentrée sans grand changement concernant le contenu des programmes, si ce n'est l'enseignement de Tamazirt ainsi que l'informatique. Tamazirt, il faut dire que nous avons ambitionné cette année d'augmenter le niveau de wilayat concerné de 11 à 20, mais c'est dans les écoles primaires essentiellement. Bien sûr, ces élèves, ces wilayats auront d'ici que les élèves progressent dans leur cursus, on aura les 20 wilayats touchés aussi au niveau secondaire. Maintenant, en ce qui concerne le manuel d'informatique, il faut dire que pour l'ensemble des programmes et l'ensemble des manuels, nous devons les renouveler à chaque fois que le besoin se fait sentir en termes de pédagogie, en termes d'évolution des connaissances. L'informatique est une discipline qui évolue très vite. Et pour cette raison-là, nous avons jugé utile cette année de changer le manuel, de remplacer le manuel existant par un nouveau manuel d'informatique, essentiellement pour la première année. Parce que notre ambition est d'enseigner l'informatique dans tous les systèmes éducatifs de deux façons. Au niveau du primaire et du moyen, cet enseignement se fera par discipline, ce sera la discipline informatique, mais au niveau du secondaire, nous ambitionnons d'arriver un jour à l'enseigner comme outil. Ainsi donc, l'allègement des programmes tant attendus n'est pas encore à l'ordre du jour, et encore moins la réorganisation des examens officiels, la 5e et le baccalauréat notamment. Cette dernière épreuve lourde qu'il était question de passer à l'avenir en 2 années avec des épreuves anticipées. C'est d'ailleurs l'une des recommandations phares de la Conférence nationale de l'éducation de juillet dernier qui, selon la première responsable du secteur, attend l'aval du gouvernement. À l'issue de la conférence nationale, il a été recommandé de réduire le nombre des jours de l'examen du baccalauréat de 5 à 3 jours en organisant des épreuves anticipées dans certaines matières. Des matières qui ne seraient néanmoins pas négligées en terminale, car soumises à une évaluation continue comptabilisée. Et pour donner une réponse exacte à cette question, on va soumettre cette recommandation au Conseil de gouvernement. Il va falloir attendre son approbation. Donc, je peux vous affirmer que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun changement.
En attendant, 3 axes ont été arrêtés par la tutelle afin de relever le défi de la qualité. Il s'agit d'un diagnostic profond de l'école algérienne à l'effet d'améliorer son rendement et ses performances, la numérisation du secteur et la rationalisation de la gestion du volume horaire scolaire en assurant 32 semaines d'activité effective ainsi que la formation continue du corps enseignant. Alors, retour sur le plateau de questions d'actu. Je me tourne vers vous, Monsieur Mrad. Donc, la rentrée scolaire se prépare dès le mois de mars, mais le jour J, toujours les problèmes liés aux infrastructures, à la logistique. Qu'en est-il à cette rentrée scolaire et à quand allons-nous nous débarrasser de ces problèmes? Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne année scolaire à tous nos enfants et que soit cette année scolaire une année de réussite pour l'école algérienne. En ce qui concerne la rentrée scolaire, comme tout le monde l'a suivi, elle s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales et je crois que ça a été une rentrée calme et une rentrée sereine. Comme vous le savez, la rentrée scolaire solennelle s'est faite à Skikda et le cours inaugural, c'était la solidarité nationale sous tous ses aspects. Maintenant, vous parlez des problèmes, c'est des problèmes qu'on peut résoudre avec le temps. Et pourquoi on n'anticipe pas alors? Il y a pas mal d'interférents qui ne permettent pas d'anticiper d'une manière correcte. Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer les chiffres. On parle de 532 établissements qui n'ont pas été encore reçus. Vous savez, le parc existant, il est considérable. Il est de plus de 25 000 établissements. Et puis, il y a des constructions qui ne sont pas finies parce qu'il y a un tas de problèmes. Il y a un manque de main-d'œuvre, il y a un manque de temps en temps de matériaux. Et c'est ces constructions-là qui n'arrivent pas en temps voulu qui nous créent des problèmes en ce qui concerne, par exemple, la surcharge des classes. Une conséquence directe du manque d'établissements. De manque de locaux. Qui font la surcharge des classes, par exemple. C'est les mêmes problèmes que vous avez rencontrés, M. Chefla, concernant le manque d'infrastructures dont on parle à l'instant? Effectivement. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux amis présents sur le plateau, au nom de l'Association nationale des parents d'élèves, et aussi à toute la famille éducative, entre enseignants, encadrement pédagogique et administratif, syndicats, parents d'élèves, sans oublier nos enfants les élèves, à qui je souhaite une année pleine de labeur et couronnée, Inch'Allah, de succès. Effectivement, le constat est le même, à des degrés différents, en fonction des régions. Surtout dans les zones urbaines, il y a non seulement une surcharge des classes, mais il y a un manque d'effectifs d'encadrement, surtout l'encadrement administratif. Donc c'est ce dont se plaignent beaucoup de chefs d'établissement, surtout ce qu'on appelle les surveillants qui manquent pour encadrer des lycées quand même qui reçoivent un nombre très très important d'élèves par rapport à leur capacité. Je citerai par exemple le cité de Draria, peut-être que c'est le mauvais exemple. Un lycée qui est fait pour 800 000 élèves, qui reçoit l'année dernière, qui a reçu jusqu'à 1500 élèves. Outrabli, oui, ça pose énormément de problèmes. C'est pas le seul lycée à la Kounihal. Il y a le lycée aussi de l'Achour,
Donc il y a des exemples peut-être qui ne sont pas illustratifs, mais qui existent quand même et qui posent énormément de problèmes pédagogiques et d'encadrement. Mais est-ce que ce problème, je poserais peut-être la question différemment, est-ce que le département de Nouria Ben Gabrit est le seul responsable de cette situation, sachant que le secteur, d'autres secteurs doivent être concernés? Je citerai à titre d'exemple celui de l'habitat. Le secteur de l'habitat est le principal concerné par les constructions. Ce n'est pas l'éducation nationale. Et la réalisation n'incombe pas à l'éducation nationale. C'est les différents directeurs de... Pourtant, on pointe du doigt le secteur de l'éducation. Bien sûr, parce que les enfants sont pris en charge par le secteur de l'éducation nationale. Mais les constructions, ce n'est pas le secteur de l'éducation nationale. C'est le ministère de l'Habitat. C'est l'habitat qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de l'éducation nationale. Comme je vous l'ai dit, c'est dû au manque de main-d'œuvre, à un tas de facteurs. Mais lorsqu'il s'agit d'écoles fondamentales, c'est les collectivités locales. Pour ce qui est des écoles primaires. Primaires, oui, fondamentales. Pour les écoles primaires, c'est les collectivités locales, c'est les communes qui s'occupent de la construction des groupes scolaires. Alors, on ne peut pas... oui, monsieur. Juste une précision. C'est vrai qu'il y a un problème de main-d'œuvre, de qualification et de moyens, surtout humains en matière. Bon, il y a un problème au niveau même des logements. Le problème se pose de façon récurrente. Et la meilleure preuve, c'est l'importation de main-d'œuvre étrangère en quantité considérable. Mais le problème que nous voyons au niveau de l'Association nationale des parents d'élèves, c'est un manque de coordination entre les départements ministériels. Ce n'est pas un problème de réalisation, mais un problème de coordination. On ne peut pas imaginer qu'on puisse construire des ensembles d'habitations sans les accompagner d'infrastructures qui doivent aller avec. Surtout les centres sanitaires, les écoles, les établissements scolaires d'une façon générale. Donc c'est un problème de coordination entre différents départements ministériels. Alors vous avez parlé de déficit d'encadrement. Il se pose de manière très sérieuse aussi concernant les enseignants. Pourtant, M. Farhad Chabakh, la tutelle a pris les devants pour pallier à d'éventuels déficits en organisant un concours. Qu'en est-il des résultats pour cette rentrée 2015-2016 ? Oui, d'abord, à l'occasion de la rentrée scolaire, je souhaite une très bonne année et une très bonne reprise à mes collègues enseignants de tous les paliers ainsi qu'aux personnes administratives au niveau national. C'est vrai que la rentrée scolaire, c'est une rentrée qui a été solennelle et nous, en tant que représentants de travailleurs, on a voulu montrer, bien sûr, à l'opinion publique qu'on pense toujours à l'intérêt des élèves. Et c'est dans cette sérénité qu'on a participé à l'ouverture de l'année scolaire avec Madame la Ministre au niveau de la Wilayat Skikda. En ce qui concerne la formation des enseignants, en ce qui concerne surtout pour le recrutement, d'ailleurs, nos craintes, on les a dit déjà presque au mois de mai, au mois d'avril, qu'il va y avoir un nombre aussi très important d'enseignants qui vont partir en retraite. Ils vont partir en retraite, vu les conditions, bien sûr, de l'enseignant qui n'arrive pas à joindre debout. Il dit, je préfère aller en retraite, peut-être travailler dans des écoles privées, oui. Pour peut-être aller à l'école privée ou pour faire autre chose, autre activité, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Et aussi, en ce qui concerne beaucoup plus l'encadrement pédagogique, les directeurs, aussi, on l'a dit depuis bien longtemps, avant la venue de Madame la Ministre Ben Gabrit, on a dit, déjà à partir de 2008, que les enseignants du primaire, les enseignants de l'école fondamentale, avec l'apparition du statut, le 315-08, il faut qu'il y ait une dérogation spéciale. Et c'est prévu dans la loi pendant 5 ans pour permettre à ces deux corps de mu'allim, pour que les gens le sachent très bien, et professeurs d'enseignement fondamental, pour qu'ils puissent accéder au poste de directeur d'école primaire et directeur et inspecteur. Cette année, l'année dernière, l'année d'avant, il y a un manque terrible d'encadrement. On voit des écoles que des enseignants sont chargés de gérer une école et ils ne sont pas préparés pour ça. Et peut-être que ce n'est pas la faute aussi au ministère de l'Éducation lui-même, parce qu'il y a toute une coordination. Il y a le ministère de l'Éducation, il y a la fonction publique, il y a le ministère des Finances.
Et d'ailleurs, cette année, on voit aussi, c'est vrai qu'il y a un manque, et surtout plus d'encadrement, et je pense notre ami de parents d'élèves, il a bien précisé en ce qui concerne l'encadrement des élèves, et surtout c'est les surveillants. C'est les postes budgétaires, et moi je pense que le gouvernement doit prendre ça en considération. En ce qui concerne les enseignants, je pense les postes, il y en a les postes, mais aussi... nous, on est en train de beaucoup plus parler sur la formation des enseignants. Parce que recruter un enseignant dans le tas, sans qu'il puisse se préparer, ça se répercute négativement sur le niveau de nos élèves. Et on le voit. Parmi, d'ailleurs, on l'a toujours demandé, pour qu'on puisse vraiment avoir un bon enseignant, d'abord, il faut multiplier les écoles supérieures, les ENS d'enseignement au niveau des wilayas et surtout les wilayas du Sud et des hauts plateaux. Il y a un manque terrible parce que maintenant le ministère de l'Éducation, et c'est vrai, pour subvenir à tout ce nombre important de recrutements, il est obligé de prendre dans le tas des licenciés qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas formés pour enseigner. Ça c'est répercuté. Pour le manque aussi, pour le manque. Il faut revoir un peu le code du travail concernant le secteur de l'éducation puisqu'on parle de retraite anticipée. Oui. Peut-être qu'il faut revoir un peu tout ça. D'abord, il y a le paradoxe, c'est le paradoxe. Il y a une bonne partie d'enseignants qui veulent partir après 32 ans de service. Moi, je pense que au niveau de la fonction publique, il doit prendre en considération. Il y a beaucoup aussi d'enseignants qui sont arrivés à 60 ans, ils veulent continuer, on ne leur permet pas. Moi, je pense que l'enseignement, c'est comme la médecine. Il faut, s'il y a des enseignants qui sont toujours capables de donner un plus, et je peux vous dire qu'on est en train de perdre, les meilleurs enseignants sont en train de partir après 60 ans. La question Moi, je préfère un enseignant, il n'est pas obligé de partir à 60 ans. Il faut permettre à ceux qui le veulent, et surtout les meilleurs enseignants, de rester enseignés après 60 ans. Et c'est la question qu'on pose à M. Merad. Pourquoi envoyer un enseignant qui a 32 ans d'expérience et se demander par la suite comment le remplacer? Mais ça, c'est la loi qui le lui permet. Hein. Ça, c'est la loi. C'est pas. Il y a une loi qui dit qu'un enseignant, qu'un fonctionnaire peut sortir après 32 ans de service. Non, mais il doit sortir aussi. Non, à 60 ans, il sort. Oui, mais s'il ne veut pas partir. S'il veut pas partir. Ah, ça, c'est une loi. Et bon, il y a eu des dérogations quand même. Il y a eu des dérogations qui ont été données à des enseignants pour continuer pendant 1 ou 2 ans. Après, il y a urgence aussi. Hein. Bon, il y a des dérogations qui ont été données. Et à chaque fois qu'il y a demande de dérogation, demande pour que l'élément ne sorte pas en retraite, et ben, la dérogation est accordée. Hein. Est accordée pour peu que son responsable mette un avis favorable. Et il y en a, au niveau national, il y en a plusieurs qui ont eu cette dérogation. Et le problème, il est posé aussi pour l'encadrement. Les directeurs de CEM, d'école primaire de CEM, moi j'aurais aimé que ceux qui veulent rester, il y a un manque. Quand il y a une nécessité, c'est pas par besoin, mais un manque, c'est dans l'intérêt de l'école qu'on doit garder les meilleurs enseignants, les meilleurs directeurs, les meilleurs inspecteurs à terminer après 60 ans. Comme ça se fait en médecine. En médecine, c'est pas à 60 ans qu'on les fait sortir, surtout les chefs de service avec toute leur expérience. Moi, je pense à l'enseignement comme si il est stratégique. Il faut qu'il y ait des dérogations pour ça, dans l'insérer dans un enfant. Moi, je peux le dire. Et je ne suis pas en train de critiquer mes collègues qui viennent d'être recrutés. Ils n'ont pas une formation adéquate pour qu'ils puissent arriver surtout aux besoins de l'école. Moi, parmi ce problème, et aussi le mode de recrutement. On n'est pas d'accord avec le mode de recrutement d'enseignants. On aurait aimé qu'il va y avoir un écrit sur des matières bien spécifiques. C'est pas par oral ou par ancienneté. Moi, j'ai la licence en 2005 et un autre, il est beaucoup meilleur que moi. Il a la licence en 2014, il peut pas être admis. C'est une aberration. Et aussi le mode de recrutement, on n'est pas d'accord. Et aussi, je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des wilayas où il y a des problèmes. Pas plus loin qu'ici, à Alger-Est. Il y a un problème entre la fonction publique et la direction de l'éducation. Il y a une liste qui se fait. Un bon nombre d'enseignants, ils ont été formés. Il y a des protestations. À la fin de la formation, il y a une autre liste qui sort et on prend ceux qui n'ont pas été formés. C'est dans quel intérêt? Moi, je demande, sur ce plateau, il faut que ces responsables soient bien déterminés et il faut prendre... Si c'est la fonction publique ou le ministère de l'Éducation. Il faut qu'il y ait des sanctions sur le fautif parce que ça va à l'intérêt de la nation.
On n'est pas d'accord. Que s'est-il passé exactement, M. Malad? Concernant le cas de Alger Est. Ce cas-là, je crois que c'est des gens qui ne remplissaient pas les conditions établies par la fonction publique. Et c'est la fonction publique qui a rejeté les listes. Ce n'est pas l'éducation nationale. C'est un problème, comme l'a bien dit M. Chabakh, entre la fonction publique et voilà, c'est tout. C'est pas un problème de l'éducation nationale. C'est un problème de statut. Donc si on a bien compris, c'est la fonction publique qui doit, dans l'avenir, organiser son propre concours. Bon, moi je ne peux pas... Non, le concours est organisé par l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui organise le concours. Mais il se trouve que ceux qui ont été acceptés par le ministère de l'Éducation nationale ont été rejetés par le... C'est pas tous. Moi, je parle pour ce cas. Une bonne partie. C'est pas tous. Mais vous parlez de recrutement. Je crois qu'il y a un effort considérable qui est fourni par le ministère de l'Éducation nationale afin de combler tous les postes vacants. Et quand on parle de chiffres, ils sont là. Il y a plus de 19 000 enseignants qui ont été recrutés cette année par concours. Et puis, ils ont bénéficié d'une formation de 15 jours pendant les vacances d'été. Et cette formation a constitué la prise en charge d'une classe, comment prendre en charge d'une classe. Donc, et puis il y a la formation continue qui se poursuit le mardi soir et le samedi. Il y a pendant les vacances de printemps et d'hiver des formations qui vont suivre. Il y a aussi la formation en cours d'emploi qui est assurée par les inspecteurs durant l'année scolaire. C'est-à-dire ces enseignants sont pris en charge quand même d'une manière correcte. Et puis, et ça, M. Chabakh le sait bien, que lorsque cet enseignant doit passer un examen de titularisation. S'il n'est pas apte, il ne reste pas dans le circuit. Alors, je me tourne vers vous, M. Tessa. Tous ces problèmes liés à la logistique et l'encadrement, qui doivent être réglés avant de parler de pédagogie, parce qu'on ne peut pas parler de pédagogie sans avoir réglé les problèmes de base. Oui. Écoutez, c'est un secteur qui est immense, un dimensionnement gigantesque, des dizaines de milliers, 700 000 fonctionnaires, 8 millions d'élèves, 26 000 établissements environ. C'est énorme. Maintenant, quand on réfléchit aux missions du ministère de l'Éducation nationale et quand on voit la réalité, les réalités qui se sont accumulées au fil des années, et je dirais des décennies, le paradoxe, il est là. Un ministère chargé de l'éducation, donc, dont la mission essentielle est la pédagogie, la formation, et qui passe son temps, obligé par les réalités, à gérer des aspects liés à la logistique qui ne lui reviennent pas. Il n'est pas chargé de construire des établissements scolaires, il est chargé de programmer des besoins en infrastructure. Mais ce n'est pas le ministère qui doit les réaliser. De l'autre, pour ce qui est des recrutements, la règle d'or dans tous les pays, elle avait existé en Algérie jusqu'à un certain moment. La règle d'or, c'est que pour devenir enseignant, il faut passer par l'école normale. Ah oui, c'est une obligation. Ça, c'est la règle d'or. Qui ne forme aujourd'hui que 17%, je crois, de 17%. Des 3 000 par an. 3 000 par an. L'exception, c'est le recrutement en externe. Exact. Et comme a dit M. Chabakh, à juste titre d'ailleurs, c'est une hérésie. Cette forme de recrutement sur dossier, ça sort de l'entendement. Ça dure depuis de nombreuses années. Oui, bien sûr. Et il ne faudrait pas que cette
cette exception devienne la règle. Il faudrait immédiatement, et je crois que c'est l'optique prise par le ministère de l'Éducation nationale, à travers les concours, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, d'élargir le réseau des ENS pour répondre aux besoins du secteur en enseignant. Il est hors de question de continuer à recruter en externe. Et si on recrute en externe, comme l'a si bien dit M. Chabach, il faudrait revoir, et ce qui est prévu suite aux recommandations de la conférence de juillet 2014, il est prévu de revoir les modalités de recrutement et donc d'intégrer l'entretien avec l'enseignant et les épreuves écrites ciblées sur le métier. Là aussi, le ministère de l'Éducation nationale, il est confronté par une réglementation tatillonne qui est dépassée, c'est la réglementation de la fonction publique. Je crois qu'il est grand temps, et c'est d'ailleurs dans cette optique et dans cette vision que les recommandations des deux conférences nationales de 2014 et 2015, il est grand temps que le ministère de l'Éducation nationale revienne à ses missions originelles et qu'il soit débarrassé de ces contingences qui empoisonnent la vie du secteur. Et avant de venir à l'application de ces recommandations, peut-être c'est des questions de fond qui prennent un peu plus de temps. Il y a des questions urgentes dans le secteur de l'éducation. Je parle par exemple du manuel scolaire. On avait promis l'an passé de passer à un manuel unique. Même concernant le contenu, la façon de présenter ce livre, mais toujours est-il que ces attentes-là, enfin, ces promesses ne sont toujours pas réalisées. Pour ce qui est du manuel scolaire, pour le livre unique dont vous parlez, il sera prêt à la rentrée scolaire prochaine, 2016-2017. Et pourquoi on n'a pas pu le faire cette année, c'est parce qu'on n'a pas voulu le faire dans l'urgence, dans la précipitation. Et puis les cahiers de charges ont été élaborés et il y a maintenant une commission d'homologation des livres du manuel scolaire, et je crois que le manuel scolaire qui va voir le jour pour l'année scolaire 2016-2017, je crois qu'il sera du niveau, il sera meilleur que les manuels scolaires précédents, parce que, comme je viens de vous le dire, il y a une commission d'homologation qui a été installée et qui va voir le livre avant qu'il ne soit imprimé. Allez-y, monsieur Tessa. Le livre unique, c'est une idée qui est venue pour répondre à la surcharge du cartable de l'enfant, de l'élève de première et deuxième année primaire. C'est aussi une idée qui s'inscrit dans une dimension pédagogique, à savoir l'interdisciplinarité. Et puis, entre le moment où la ministre avait parlé de ce projet et la finalisation, vous savez que pour élaborer de façon finie un manuel scolaire, la norme internationale, elle est de 14 mois. Elle est de 14 mois. Il faut respecter la norme internationale parce qu'il y a le cahier des charges. Madame Benrabrit a bien parlé de 2015. Non, 2016-2017. Elle a parlé de la rentrée 2015. Non, 2016-2017, non. 2015, c'est le lancement, parce que c'est un travail de réflexion, c'est un travail très fin, c'est un travail où des équilibres didactiques et des équilibres pédagogiques, psychopédagogiques, surtout pour les enfants, les élèves de première et deuxième AP, on ne peut pas se permettre de faire un livre du jour au lendemain. La norme internationale, elle est de 12 à 14 mois. 12 à 14 mois fini, hein, c'est-à-dire le livre est prêt. Alors revenons-en. On n'a pas envie que les problèmes qu'on a dans les manuels scolaires actuels et qui ont été corrigés à chaque fois, on n'a pas envie de tomber dans le même piège. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui, je voulais dire, si vous permettez, pour ajouter en ce qui concerne la formation. Ce qui est important, c'est qu'aussi cette année, il y a l'ouverture de 3 ENS. C'est très important. Dans le sud, un ENS à Ouargla, un à Béchar et un autre, je pense, à Constantine. Hein? La Route, elle existait déjà. Elle existait, surtout.
Il y a, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, ça a commencé une très bonne coordination. Comme le ministre, M. Hadjar, il connaît très bien le secteur, il était dans le secteur, je pense il a très bien compris, je pense, et c'est ça le plus important. Et autre chose, pour vous dire, cette année, il y a une rentrée, elle est beaucoup meilleure que celle de l'année dernière et celle de l'année d'avant, pour le dire. C'est vrai, maintenant, je pense avec la presse, sur quel point, sur la prise en charge, la formation des enseignants. L'année dernière, au début du mois de septembre, il n'y avait pas d'enseignants. Parce que le recrutement, il a tardé jusqu'à la fin septembre. Presque les élèves, ils n'avaient pas d'enseignants par rapport à cette année. Et sur aussi, c'était parmi nos propositions, c'est de prendre en charge la formation des enseignants avant la rentrée scolaire. Et dans ce cas, je peux vous dire que les enseignants, ils ont sacrifié leurs vacances pour former leurs collègues. Ça, il faut bien que tout le monde le sache. L'enseignant, il a sacrifié son congé pour la formation de ses collègues et la majorité. Et le problème qui est posé par un manque d'enseignants, où est-ce qu'il est? On a remarqué que des licenciés font un concours dans 2-3 wilayas limitrophes. Et comme par hasard, s'ils sont anciens et meilleurs, ils réussissent les 3. Alors il commence à choisir quel poste il va prendre. Il va prendre le plus proche. Et les 2 postes, ils vont rester vacants. Et comme avant, la réglementation ne permettait pas de le remplacer. Mais après ces expériences, en coordination avec la fonction publique, maintenant, si un enseignant ne prend pas un nouveau recrue, ne rejoint pas son poste, après 15 jours, il est automatiquement rayé des listes. C'est très important. C'est ce qu'il n'y avait pas avant. Pour vous dire, malgré les problèmes, mais aussi, il y a beaucoup de choses aussi. Les emplois du temps, ils étaient la majorité des enseignants, ils les ont reçus presque à la fin de l'année. Chose qu'il n'y avait pas, c'était à la rentrée. Il y a pas mal de nouveautés. Quand même, ça a commencé une gestion planifiée d'une main. Mais les problèmes, comme il y a un entassement des problèmes, je pense dans 2-3 ans, pour vraiment, on va voir clair de tous ces nouveautés. Allez-y. Je voudrais rebondir sur les propos de M. Chabar pour dire que beaucoup d'opérations ont été réalisées avant la fin de l'année. Justement, l'objectif était de se consacrer en début d'année à l'opération pédagogique proprement dite. Je prends par exemple la distribution du livre scolaire a été faite au mois de juillet. Les inscriptions sont faites au mois de juillet. Le paiement de la prime scolaire a été fait au mois de juillet. Donc c'est autant de problèmes qui ont été élagués avant pour permettre au ministère de se consacrer proprement dit à l'opération pédagogique. Maintenant, pour revenir aux fondamentaux, il faudrait qu'on revienne, comme l'a dit M. Chabar et M. Merad, et M. Tessa, aux écoles normales. C'est vrai que le secteur de l'éducation est une machine gigantesque, dont malheureusement plusieurs mécanismes ont été grippés durant 2 décennies pratiquement. Donc il faut reprendre petit à petit. C'est vrai que maintenant, on continue à faire face à des urgences. Donc c'est du replâtrage, mais on ne peut pas faire autrement. Mais dans l'avenir, il faudrait qu'on revienne à ces fondamentaux. Un enseignant ne peut pas être recruté comme ça, sur diplôme ou sur un test oral. Il faudrait qu'il passe par l'école normale pour le former, aussi bien sûr, parce qu'il n'y a pas un problème de savoir, il y a un problème de pédagogie surtout. L'enseignant doit avoir une pédagogie, une psychologie. Comme un médecin, il faut passer par une formation. Pour lui permettre de maîtriser l'élève. Et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on est en train de récupérer tous nos ITE. Oui, les instituts technologiques d'éducation, on est en train de les récupérer. Et pas mal d'ITE vont ouvrir à partir de cette année scolaire. Et on va les utiliser pour la formation des enseignants. Et la formation, il faudrait savoir qu'elle a débuté à partir du 2 septembre. On a des formations qui ont débuté le 2 septembre, et c'est durant toute l'année qu'il va y avoir des formations. Et ça, c'est dans un souci d'améliorer le rendement pédagogique des enseignants et de la pratique de la classe. Alors, autre urgence, pour paraphraser la ministre de l'Éducation, elle concerne la réécriture des programmes, Monsieur Tessa. C'est une opération colossale, direz-vous. Écoutez, moi j'aurais aimé embrayer sur le cours inaugural de cette année sur la solidarité, qui est une valeur que le peuple algérien
adopte, surtout dans les moments difficiles, ça doit avoir un impact positif sur nos élèves, c'est sûr, mais c'est aussi une valeur qui doit être traduite dans les faits par la communauté éducative elle-même, par les adultes. Et justement, c'est par rapport aux problèmes que peuvent rencontrer les établissements scolaires ici et là, et il y en a. Et je crois que faire appel à cette valeur cardinale de notre société pourra régler pas mal de problèmes in situ sur le champ, que de les faire remonter à un échelon supérieur, et ça met du temps pour les régler. Et là, c'est un appel, bien sûr, aux associations de parents d'élèves, mais aussi et surtout aux œuvres sociales des personnels d'éducation nationale. Le temps a été donné par Madame la ministre à Skikda. Donc la solidarité, pas seulement pour les élèves, mais leçon pour les élèves, mais c'est aussi un appel, je crois, c'est un clin d'œil pour la communauté éducative au sein de l'établissement scolaire et un peu plus largement au niveau de la communauté. Il y a eu le jumelage entre un établissement, un CEM à Skikda et un CEM à Tamarasset, par visioconférence. J'acquiesce et je rajouterai que l'opération, on croit souvent que l'opération éducative échoue aux seuls enseignants. C'est faux, c'est faux. L'opération d'éducation est une opération complexe qui doit concerner tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est absolument de l'enseignant à l'encadreur pédagogique, à l'encadreur administratif, aux parents d'élèves, aux élèves eux-mêmes, et plus loin, j'irai plus loin, à la mosquée, aux scouts musulmans, aux médias, aux clubs sportifs et à la rue. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, même la rue éduquée. Il faut qu'on revienne à ces valeurs fondamentales du peuple algérien. Je reviens au programme. La réécriture des programmes scolaires. La réécriture des programmes. Écoutez, il y a une dynamique qui est lancée depuis juillet 2014, Conférence nationale d'évaluation du cycle obligatoire. Et cette dynamique continue avec la dernière conférence de juillet 2015. C'est une dynamique qui repose sur un postulat, c'est que, en dehors de la dimension psychopédagogique, en dehors de la dimension psychopédagogique, la politique éducative sera toujours incomplète. Et c'est pour cela que la refonte pédagogique a été inscrite comme l'un des leviers stratégiques au niveau du ministère, tel que recommandé par la conférence nationale de juillet 2014 avec la gouvernance et la professionnalisation. Et qui dit refondation pédagogique dit refonte des programmes, révision, même si elle sera déchirante pour certains, des méthodes et des pratiques d'enseignement, parce que on est maintenant sur une nouvelle vision des choses, c'est que l'élève est au centre du processus enseignement-apprentissage. Il doit participer lui aussi à construire son savoir par le biais des méthodes actives. L'enseignant n'est plus celui qui transmet l'information et l'élève celui qui est là passif à mémoriser, à apprendre par cœur et à restituer ça le jour de l'examen. Ce schéma, il a fait ça, il a donné peut-être ses preuves dans le passé, un peu partout dans le monde et en Algérie. Maintenant, c'est une autre vision et cela passe bien entendu par de nouveaux programmes, de nouveaux manuels, de nouvelles méthodes d'enseignement. Et l'un des tabous de l'école algérienne, je le dis, je suis à l'aise pour le dire, l'un des tabous de l'école algérienne, pas touche aux méthodes d'enseignement. Dès que vous dites, on revoit la méthode d'enseignement, on va essayer de l'éclairer. Ne pensez-vous pas que tous ces retards sont dus au fait que l'école algérienne est prise dans le piège des luttes idéologiques? Bon, écoutez, posons la question telle qu'elle. Il serait peut-être utile de monter une nouvelle émission pour parler de ça, mais moi je voudrais parler des mentalités. On a accusé un retard quand même. On a accusé un retard énorme. Les méthodes ont évolué
pour l'enseignement des langues, pour l'enseignement de la langue d'enseignement, pour l'enseignement des mathématiques. Nous, on est encore dans le schéma des années 1920. L'élève qui apprend par cœur des dizaines de pages, qui recopie des centaines de lignes, l'enseignant qui ne fait que transmettre magistralement, c'est le bachotage, le bourrage de crâne et la restitution le jour des examens ou les épreuves qu'on donne aux élèves, ce sont des